podcast de notre série. Dans ce podcast, nous allons aborder ces tableaux étranges et mystérieux que sont les nausées et vomissements, en abordant combien tout le corps et le cerveau sont impactés. Puis nous partagerons quelques maigres réponses à la question « Pourquoi ça arrive ?» Je suis Béatrice Guillard-Boileau, gynéco-obstétricienne au CHU de Toulouse. Alors, 80% des femmes enceintes vont avoir des nausées et des vomissements. Parmi elles, une minorité seulement, mais ça fait encore beaucoup de femmes, vomit beaucoup, vraiment beaucoup, quasiment sans arrêt, ou a des nausées telles qu'on n'arrive pas à s'alimenter. On appelle ça l'hyperémèse gravidique ou gravidarum, si on aime le latin. Ce n'est pas tous les jours pareil, parfois on arrive à faire face quelques jours, puis ça s'emballe et on ne garde plus rien, sans rien y comprendre le plus souvent. Pour la majorité des femmes, vers la fin du 3e mois, ça s'arrange. On garde une sensibilité aux odeurs, à certains aliments, si on mange trop, mais on est vraiment beaucoup moins éprouvé. Malheureusement, certaines femmes, peu nombreuses, continuent de beaucoup vomir ou encore vomissent plus longtemps, parfois toute la grossesse. On ne sait pas pourquoi ces femmes continuent de vomir. Alors, à quoi c'est dû tout ça ? D'une manière générale, on ne sait pas du tout pourquoi certaines femmes vomissent et pas d'autres, ni pourquoi certaines vomissent beaucoup plus que d'autres ou plus longtemps. La recherche récente oriente vers une intrication entre des causes génétiques et des causes hormonales. Des chercheurs travaillent à mieux comprendre cette maladie et peut-être, on l'espère tous, trouver de nouvelles pistes de traitement qui soient plus spécifiques. Alors on a souvent l'impression de penser que l'hyperémèse gravidique est une maladie qui serait uniquement digestive avec la symptomatologie à la fois des nausées et ou des vomissements ou encore l'association des deux. En réalité, c'est véritablement une maladie systémique. Systémique, on entend par là l'idée que ça puisse toucher l'ensemble du corps. Quand on reprend les mécanismes physiopathologiques de cette maladie, qui sont probablement aujourd'hui imparfaitement compris, ils sont véritablement hormonaux et donc il est logique qu'il y ait d'autres symptômes qu'uniquement les nausées et les vomissements. Ce que décrivent les patientes quand on discute avec elles, et ce qui a longtemps été oublié par les soignants, c'est qu'elles se sentent extrêmement fatiguées et cette fatigue, elle est beaucoup plus forte que la fatigue du premier trimestre de la grossesse, qu'on décrit comme classique. Et on voit là l'exagération de ce qu'on pourrait appeler les petits maux de la grossesse, qui sont complètement inadaptés dans l'hyperémèse gravidique. Elles ont aussi l'impression d'avoir un cerveau qui est complètement embué, avec de grosses difficultés de concentration. Et j'ai en mémoire une patiente dont j'avais eu la charge, qui était professeure agrégée d'histoire, avec un très haut niveau intellectuel, qui était brutalement en très grande difficulté pour lire, pour se concentrer, alors que c'était véritablement son atout du quotidien depuis plusieurs dizaines d'années. Également, en revenant sur la fatigue physique, j'ai aussi en mémoire cette championne de ski suisse qui m'avait dit avoir gagné des médailles dans des compétitions, qui ne se reconnaissait plus. Elle disait « Je suis quelqu'un qui n'a peur de rien, je vais à 110-120 km/h sur des skis, et là, avec cette hyperémèse, je ne suis plus du tout la même femme, ce qui est d'autant plus bouleversant et qui impacte évidemment encore plus sur leur physique, puisque d'un point de vue mental, elles n'ont plus les ressources pour pouvoir supporter la maladie, voire même supporter elles-mêmes la personne qu'elles sont devenues, ce qui rend extrêmement difficile la possibilité de faire des choses du quotidien, à la fois en raison de l'intolérance aux odeurs, en raison du fait que la question de l'exposition à ce qu'on appelle les stimuli externes vient exacerber la maladie et aggraver leur situation de jour en jour. Merci beaucoup, professeur Deruel. Et donc, en conclusion de ce premier podcast, est-ce que tu peux nous peut-être dire avec tes mots sur le fait que vraiment la notion que c'est de leur faute, vraiment, c'est quelque chose à vraiment oublier, et puis la légitimité d'être aidé, soutenu, et puis aussi l'inquiétude de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter.
Oui, exactement. Alors, ce qui est très dur pour elle, c'est la durée. C'est-à-dire que, imaginez-vous avoir chaque jour, tous les jours, toutes les heures, des symptômes de gastro avec, pour ceux qui connaissent le mal des transports, 24 heures sur 24, l'impression de sortir d'une voiture ou d'un bateau alors qu'on est malade. C'est véritablement insupportable. Et finalement, elles ne savent pas quand est-ce que ça va arrêter. Elles n'en voient pas la fin. Et les femmes qui ont vraiment des symptômes de longue durée, c'est extrêmement difficile à vivre parce que c'est impossible de vivre avec cette maladie et l'impression que ça ne va jamais s'arrêter et qu'en plus de ça, on leur a annoncé que ça s'arrêterait au premier trimestre et finalement ça continue derrière, ce qui rend les choses encore plus difficiles de s'être mis une échéance, un peu comme les femmes qui vont à terme. Et on leur dit, mais maintenant vous allez dépasser le terme, mais ça leur est insupportable. Et là, vous imaginez bien que ce n'est pas qu'une semaine, c'est parfois 2, 3, 4, parfois plusieurs mois, puisque ça dure toute la grossesse. Ce qui est très important, c'est, et ça fait partie de la prise en charge, moi je le vois parfois quand j'ai des femmes en téléconsultation ou au téléphone, au démarrage de la consultation, elles ont une voix qui est catastrophée, qui est complètement atténuée, et au fur et à mesure qu'on reconnaît les symptômes, qu'on leur redonne de l'espoir, qu'on leur explique la maladie, qu'on leur dit que en effet peut-être ça va durer plus longtemps mais qu'on sera là pour les accompagner, la voix reprend de l'intensité, elles reprennent du courage, parfois elles pleurent, elles remercient, et aussi l'idée de les déculpabiliser, ça n'est pas dans leur tête. C'est un peu dans leur tête d'une certaine manière parce que ça va toucher des noyaux du cerveau au niveau du bulbe ou au niveau plus cortical, mais ça n'est pas psychologique et ça, le fait de dire ces mots-là, ça leur permet de s'affranchir de ces difficultés. Et puis c'est très important de leur dire qu'elles sont légitimes, elles ont le droit de demander de l'aide. Et ce n'est pas parce que le milieu soignant n'y a pas forcément répondu qu'en fait c'est lui qui a raison. C'est exactement l'inverse. C'est elles que nous devons aider. Elles peuvent nous tendre la main et on doit leur apporter des solutions ou leur dire qu'on est arrivé au bout mais qu'on va essayer de les accompagner du mieux que nous pouvons, même si parfois cet accompagnement restera relativement imparfait. Super, merci beaucoup. Moi je suis Ludivine Guérin et je suis pédopsychiatre à la maternité du CHU de Toulouse. Et en fait, on travaille en collaboration étroite avec les équipes d'obstétrique de la maternité pour la question de l'hyper-MS gravidique, des vomissements très importants de la grossesse. Et en fait, ce qu'on a envie de faire passer comme message, c'est que ces troubles, très longtemps, ils ont été considérés un petit peu comme des troubles induits par des difficultés psychologiques des dames ou par l'idée que peut-être elles refusaient plus ou moins inconsciemment leur grossesse ou qu'elles étaient en situation difficile par rapport à leur grossesse. On sait maintenant, selon les études scientifiques et puis avec notre expérience clinique, que ce n'est pas le psychisme qui provoque des vomissements incoercibles pendant la grossesse. La relation elle serait plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que les vomissements de la grossesse très importants, ils peuvent altérer la santé mentale des femmes qui les subissent et ça peut provoquer des troubles anxieux, des troubles dépressifs et même après la grossesse, quand on a vécu des vomissements très importants, on peut avoir été traumatisé, avoir un syndrome de stress post-traumatique à cause de ces vomissements. Donc on sait maintenant que ce n'est pas la santé mentale des dames qui les font vomir ou le fait qu'elles refusent leur grossesse, mais c'est bien un trouble très difficile à supporter quand même. Et ça demande une approche pluridisciplinaire. Il faut s'y mettre nombreux, sages-femmes, gynécologues, médecins traitants, hospitaliers et libéraux, et psychologues ou pédopsychiatres pour soutenir les familles qui traversent cette difficulté. Les mamans qui les subissent en premier, mais aussi leurs conjoints. Et il faut à la fois soutenir et soigner les effets psychologiques de ces troubles, mais aussi faire en sorte que leur vie quotidienne soit possible quand elles ne sont pas hospitalisées. Elles ont besoin de beaucoup de soutien à la maison
Il faut voir si le conjoint tient le coup aussi. Il faut soutenir aussi les conjoints pour qu'ils puissent, eux, aider leurs compagnes. Et puis voir comment on s'occupe des autres enfants, comment on gère sa vie quand on est dans des troubles comme ça. Voilà, moi c'est ce que j'avais envie de dire. Ce podcast est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez été éclairés et aidés par son écoute. Dans le podcast suivant, nous parlerons de la solitude et de la légitimité à recevoir de l'aide. Merci à tous les intervenants et surtout au réseau Mères-Enfants de la francophonie d'avoir rendu possible ce projet.